Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le grand dossier de Midi Ensemble, nous allons parler des jeunes et de l'alcool. De plus en plus de jeunes adolescents sont confrontés à l'influence des fréquentations et la proportion d'enfants de moins de 15 ans qui ont été en état d'ébriété au moins une fois a fait un bond dans les années 2000, en passant de 30% à 43% chez les garçons et de 26% à 41% chez les filles. Et oui, vous avez bien entendu. Alors l'adolescence, vous le savez, c'est une période difficile. C'est le moment de toutes les découvertes. Parmi elles figure souvent la rencontre avec justement l'alcool. Vous savez, ce qui préoccupe les autorités sanitaires, c'est que les jeunes boivent de plus en plus tôt, dès 12 ans et de plus en plus massivement. Pour en parler, Régine Quélin, bonjour. Vous êtes psychothérapeute, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Midi Ensemble. Et puis vous, Marie Semelin, bonjour. Vous êtes comme d'habitude en plateau avec moi. Vous allez nous donner de manière précise les chiffres. Vous nous parlerez de l'évolution de ce phénomène des ados justement qui consomment de l'alcool. Et puis Marianne Bougrain est votre interlocutrice, je vous le rappelle, elle est devant son poste. Elle attend, comme d'habitude, vos questions. Écrivez-lui sur le mail qui apparaît en bas de votre écran. Restez avec nous. Midi Ensemble spécial jeunes et alcool, c'est maintenant. L'alcoolisme ne concerne pas que les adultes. L'alcoolisme chez les adolescents et même les préadolescents se développe très vite. Des comportements dictés par leur groupe d'amis ou bien par ce qu'ils voient dans les médias, mais les répercussions de cette surconsommation est lourde de conséquences pour les jeunes qui parviennent souvent à très bien dissimuler leur addiction. Le reportage de Lise Barenboim, on en parle après. Le projet de loi santé en a fait une de ses priorités en France, lutter contre l'alcoolisation des jeunes. Adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, l'article 4 de la loi prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour l'incitation d'un mineur à une consommation excessive d'alcool. Les affiches, t-shirts et autres objets faisant l'apologie de l'ivresse seront en principe interdits. Pourtant, l'adaptation du fameux message sanitaire « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé » en fonction des produits et des publics a été abandonnée sous la pression des filières viticoles. Le vote qui est intervenu cet après-midi est un vote important. Et moi, je suis heureuse que le débat à l'Assemblée nationale ait permis de faire apparaître la cohérence, la logique de cette loi, et permis de montrer que la loi comportait toute une série de mesures très concrètes pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Des mesures prises à une époque où l'alcoolisation des jeunes est de plus en plus manifeste, notamment chez les jeunes filles. Selon les données communiquées par le baromètre santé 2014, les jeunes de 18-25 ans sont plus nombreux que leurs aînés à avoir connu un état d'ivresse dans l'année. Un jeune sur deux, soit 46%, est concerné alors qu'ils étaient 33% il y a 10 ans. La part de ces jeunes ayant connu au moins 3 ivresses a quant à elle presque doublé sur la même période. Ce qui préoccupe les autorités sanitaires aujourd'hui, c'est que les jeunes boivent de plus en plus tôt et de plus en plus massivement. Un phénomène qui montre l'influence des modes de consommation anglo-saxons sur toute la planète. Ce qu'on a bu, c'est pas beaucoup pour des Russes. Là, on va aller au magasin acheter de la vodka. Ça, c'est normal pour les Russes. Autre phénomène, le binge drinking ou biture express, qui consiste à boire beaucoup d'alcool très vite. Ce comportement s'est beaucoup développé chez les moins de 25 ans et concerne déjà 10% des 25-34 ans. Les boissons alcoolisées deviennent plus abordables et permettent une forme de socialisation aux jeunes. Une consommation régulière et excessive d'alcool, c'est-à-dire plus de 3 verres standards par jour en moyenne pour les hommes et plus de 2 verres pour les femmes, augmente le risque de développer de nombreuses maladies. Certains cancers, des maladies cardiovasculaires et digestives, des maladies du système nerveux et des troubles psychiques. À long terme, les dommages sont graves, maturation cérébrale altérée et risque d'installation durable dans un usage, c'est-à-dire la dépendance. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie Semelin. Alors Marie, est-ce que vous pensez que c'est un phénomène de mode, de société, ou bien ça a toujours existé cette consommation finalement d'alcool par les jeunes ? Ça a toujours existé, ça c'est sûr qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut aussi dire que la manière de consommer de l'alcool a changé. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est que notre société et le regard qu'elle porte sur l'alcool, ça s'est radicalement modifié. Pourquoi ? Parce que pendant des siècles, il suffit d'aller par exemple dans un musée, vous voyez les tableaux, on voit des festins. L'alcool n'est pas du tout associé à quelque chose de négatif ou tout du moins comme un problème de santé publique. Mais là non plus, parce que là on associe finalement beaucoup l'alcool à quelque chose de très festif.
Oui, mais ce qui a changé, c'est que vous parliez dans votre lancement tout à l'heure des autorités sanitaires. Ça, le fait que la société, d'un point de vue collectif, considère que c'est un problème à laquelle elle doit s'adapter et s'attaquer, s'attaquer, ça, c'est une vraie révolution. Comment vous expliquez, vous, justement, Régine, que les jeunes boivent de plus en plus d'alcool ? Je crois déjà que pour pouvoir répondre à ça, il faut resituer, même si on le sait, que c'est l'alcool chez les jeunes. Donc c'est l'alcool pendant l'adolescence. Et il y a deux façons de répondre à cette question. Heureusement, la majorité des jeunes arrivent à consommer de l'alcool de façon sociale, festive. C'est en tous les cas ce qui ressort. Et il y a une partie, et c'est ça qui nous inquiète énormément, ceux qui consomment de l'alcool de façon abusive, qu'on appelle les binge drinking. C'est cette partie-là, je crois, qui nous inquiète. C'est ça qui est nouveau ? Oui, ça c'est quelque chose qui apparaît, qui vient des pays anglo-saxons et qui apparaît ici depuis quelques années. Justement, on va regarder quelques chiffres qui sont quand même très significatifs. 57% des jeunes de 17 ans déclarent avoir déjà été ivres au cours de leur vie. 11% des jeunes âgés de 17 ans déclarent boire régulièrement de l'alcool. Hausse notable chez les jeunes femmes, 28% des étudiantes connaissent au moins 3 ivresses dans l'année, fort développant, vous venez de le dire, du binge drinking ou bien biture express, ça veut dire boire un maximum en un temps minimum. Il concerne 4% des 15-24 ans, 10% des 25-34 ans et 6% des 35-44 ans. Régine, c'est inquiétant, d'autant que le constat de l'OCDE, la consommation d'alcool moyenne diminue, mais la consommation d'alcool excessive chez les jeunes et les femmes est en augmentation. Tout à fait. Et c'est extrêmement inquiétant pour toutes les conséquences que ça peut avoir. Il faut savoir que le cerveau des jeunes pendant l'adolescence est en pleine croissance. Donc ça atteint des zones du cerveau et souvent, malheureusement, de façon irrémédiable, parce que ce n'est pas une fois par mois que ces jeunes boivent, c'est vraiment de façon régulière et excessive. Et puis il y a toutes les autres conséquences, donc c'est un vrai domaine de recherche et de prévention par rapport à ça. Marie, boire à l'adolescence, est-ce que ça veut dire forcément devenir alcoolique plus tard ? Alors, très probablement, il y a un lien de causalité dont probablement Régine parlera tout à l'heure, mais ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il y a différents types d'alcoolisme. Il y a l'alcoolisme avec la consommation quotidienne de l'alcool qui est beaucoup trop excessive, et il y a ce que vous appelez le binge drinking qui est aussi très inquiétant, notamment pour des adolescents avec un cerveau en développement. Mais ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que c'est là où c'est très intéressant, c'est que notre société désormais l'identifie comme un problème, voit ces adolescents, l'OCDE le dit dans son dernier rapport, qui boivent beaucoup trop, mais je voudrais simplement vous rappeler, la génération de nos parents et de nos grands-parents, c'était très commun, c'était très courant de faire boire un verre de vin à un enfant qui avait 6 ou 8 ans et tout le monde trouvait ça tout à fait normal. Donc s'il y a un point positif qu'on peut souligner, c'est que maintenant on ne trouve plus ça normal. Oui, alors justement, quelles sont les conséquences de la consommation d'alcool chez les jeunes ? Moi, je pense qu'elles sont très lourdes de conséquences. Donc, par exemple, déjà, c'est l'échec scolaire pour commencer. L'échec scolaire, mais c'est pas, je ne mettrai pas ça en premier malheureusement, c'est les comas éthyliques, c'est donc tous les risques sur le plan médical, l'altération au niveau hormonal, au niveau du foie, et c'est aussi toutes les facultés qui nous permettent de surveiller toute la vigilance, toutes nos capacités comme ça de frein. Enfin, quand il s'agit d'un jeune, tout est arrêté. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il y a une contradiction. L'adolescent, il est en pleine croissance, et dans cette croissance, il y a le facteur émotionnel. Oui. Et en même temps, tout ce qui va être de l'ordre de l'attention, de la concentration, lui, n'est pas encore développé. Donc finalement, il consomme de l'alcool sans avoir de frein pour pouvoir soit se limiter, soit s'arrêter. Marie, c'est vrai qu'on parle beaucoup, par exemple, de la légalisation de la marijuana, donc on parle beaucoup de la drogue en ce moment, mais l'alcool, c'est quand même plus grave que les joints pour les ados. Oui, alors c'est ce qu'a dit en début d'année une étude qui a fait beaucoup de bruit, qui est parue dans une revue qui s'appelle Scientific Reports,
Qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs? Ils ont comparé le taux légal de chaque drogue, c'est-à-dire le seuil à partir duquel cela peut provoquer la mort. Le résultat est absolument époustouflant. La marijuana, ça ne veut pas du tout dire que c'est quelque chose qui est bon pour la santé, mais dans leur étude, apparaît comme 114 fois moins dangereuse que l'alcool. Ce qui est absolument stupéfiant. Alors, ce que disent les chercheurs en conclusion de cette étude, ils s'attaquent aussi à comment le gérer d'un point de vue social. Ils disent quoi? Ils disent, mais attendez, l'alcool et le tabac, c'est légal, ça tue beaucoup plus que la marijuana. Est-ce qu'on ne peut pas envisager une légalisation? Chacun a son point de vue là-dessus, pour ou contre. Mais en tout cas, il y a 2 drogues qui sont autorisées et qui font beaucoup plus de dégâts. Nous sommes justement descendus dans les rues de Tel Aviv et nous vous avons demandé à vous si vous avez consommé beaucoup d'alcool lorsque vous étiez adolescent. Regardez. Pas du tout. Du tout. Et est-ce que... Adolescente, il m'est arrivé de boire, mais ça restait assez ponctuel, ce n'était pas dans mes habitudes. Mais j'avais des amis qui buvaient souvent et beaucoup. Chez les adolescents, c'est très commun de boire en grande quantité dans les fêtes et en discothèque. Oui, je buvais pas mal. J'ai commencé vers l'âge de 16 ans et avec mes amis, on buvait le week-end lorsqu'on n'avait pas école ou avant d'aller à une soirée entre amis, comme par exemple autour d'un barbecue, au minimum une fois par semaine. Non, je ne buvais pas d'alcool étant jeune. Non, je ne bois jamais d'alcool. Non, personnellement non. Non, pas d'alcool. Enfin, à mon âge, non, on ne buvait pas d'alcool. Maintenant, oui, c'est courant. Un petit peu, ouais. Je buvais un peu, mais pas autant que les jeunes d'aujourd'hui. Oui, ça m'arrivait, mais seulement le week-end. Alors, mesdames, une réaction hypocrisie, vérité. Je vous voyais sourire. Hein, je ne suis pas sûre qu'ils disent tous la vérité. Parce que, déjà, ça ne s'assume pas forcément de dire oui, je me suis mis dans un état d'ivresse abusif et j'ai fini aux urgences devant une caméra. C'est un peu compliqué. Je me suis mis minable, quoi. Et voilà. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'en Israël, il y a vraiment un énorme problème par rapport à ça dans les discothèques, les bars. Donc, je crois que peut-être ce n'étaient pas les bonnes personnes interrogées. Oui, alors on va regarder encore d'autres chiffres. Le saviez-vous, mesdames? En Australie, le nombre de jeunes filles de 18 à 24 ans admises à l'hôpital à cause de l'alcool a doublé entre 1996 et 2006, tandis qu'aux États-Unis, les hospitalisations pour coma éthylique chez les 18-24 ans ont progressé de 25%. Entre 1999 et 2008, au sein de l'Europe, les tendances divergent. Au Royaume-Uni, en Irlande, la consommation a progressé alors qu'elle a nettement reculé en Italie, en Allemagne, au Portugal, en Espagne et en France. Mais il faut savoir quand même que la France, l'Hexagone, reste toutefois parmi les premiers en termes de consommation avec 11,8 litres d'alcool par habitant et par an. Alors, je voulais juste, après ces chiffres que vous nous avez donnés qui sont très intéressants, faire un point sur qu'est-ce qu'une consommation dangereuse d'alcool. Qu'est-ce qu'on considère officiellement comme une consommation dangereuse d'alcool? C'est 210 grammes d'alcool pur par semaine pour un homme, 140 grammes pour une femme. Ça veut dire quoi? C'est un peu abstrait tous ces chiffres. Ça fait 14 verres de vin par semaine pour une femme et 20 pour un homme. C'est ça veut dire énorme. 2 verres de vin par 2 verres de vin par jour. Tous les jours. Ouais. Tous les jours. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On en parlait avant l'émission. Quand il y a une consommation d'alcool excessive, premier réflexe, médecin. D'accord. Allez, on va regarder tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Oui, bonjour Valérie. Alors nous venons de recevoir un message de Nathalie qui a 45 ans et qui trouve que son fils profite un petit peu trop des soirées parisiennes car il sort pratiquement tous les soirs avec ses amis pour boire des verres et il rentre en général très tard dans la nuit. Alors à votre avis, a-t-elle raison de s'inquiéter? Oui. Oui, c'est un peu difficile de lui dire ça. Quand ça reste de façon très occasionnelle, on peut en parler avec l'adolescent. De toute façon, c'est le premier conseil que j'ai envie de lui donner, qu'elle en parle avec son adolescent, qu'elle lui parle des risques et que ça puisse être un sujet de dialogue et non pas d'interdit. Est-ce qu'on peut dire c'est l'adolescence, ça va passer quand même, il faut rassurer les parents? Je pense que les parents ont besoin d'être rassurés. Quand un enfant sort tous les soirs et qu'on sait qu'il va boire, on connaît les risques. Marie, il y a des périodes de crise comme ça pendant l'adolescence, ça peut arriver.
Oui, ce qui est probablement important, c'est ce que vous disiez, c'est de le poser comme une conversation et pas comme un interdit. Parce qu'effectivement, on connaît tous des gens, j'imagine que vous en avez dans vos patients, qui ont énormément bu à l'adolescence, qui sont sortis comme des fous et qui maintenant sont des gens très bien, très stables. Mais ça n'est pas toujours le cas. Exactement, ça n'est pas toujours le cas. Mais probablement, on peut dire que ce qui est fondamental pour des parents, c'est d'avoir toujours la possibilité d'en parler avec leurs enfants. Oui, alors justement, l'abus d'alcool, qui est l'une des premières causes de décès et d'invalidité, l'alcool qui tue le plus grand nombre d'individus dans le monde, que le virus du sida, par exemple, la violence et la tuberculose réunis, on ne savait pas ça, Marion. On ne savait pas, et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui nous l'a dit, 3,3 millions de personnes par an. Vous l'avez dit, c'est la première cause de mortalité devant le sida, devant la violence, devant la tuberculose, ça paraît complètement fou. Et ces chiffres-là sont à comparer avec ceux de 2005, c'est ce qu'on dit depuis le début de cette émission, que la consommation d'alcool augmente. En 2005, il y avait 2,5 millions de décès par an. Et maintenant, c'est 3,3. Oui. Donc, c'est juste une consommation qui est en explosion. Restez avec nous. On se retrouve dans un très court moment pour continuer à parler de ce phénomène, malheureusement de plus en plus commun, des jeunes qui consomment de l'alcool. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue, vous regardez Midi Ensemble. Nous parlons aujourd'hui de la consommation d'alcool chez les ados. Pour Ilana, c'est peut-être la fin d'un long cauchemar. Cette mère de famille a vu son fils de 15 ans condamné à 5 ans de prison, une peine sévère pour un délit grave. Son fils, en état d'extrême ébriété, a attaqué un homme qui a fait 3 semaines de coma suite à cet épisode tragique. Aujourd'hui, cette femme veut témoigner pour avertir les jeunes sur les risques de l'alcoolisme. Lise Barenbaum est partie à sa rencontre. Regardez. Ilana, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. On est là pour parler de votre fils qui a eu pendant longtemps une addiction à l'alcool. Alors, j'aimerais savoir comment vous avez découvert cette addiction. En fait, on a découvert ça parce qu'on m'a téléphoné. Un ami à lui m'a appelé en me disant qu'il était blessé sur l'autoroute, sur le périph'. Et qu'il ne pouvait pas le gérer, donc il fallait que je vienne absolument. J'arrive, je l'emmène à l'hôpital et là, on découvre qu'il a 2 grammes dans le sang. Et les infirmières m'ont dit 2 grammes dans le sang, même un éléphant, il ne tient pas debout, quoi. Et lui, il tenait encore debout. Et donc là, on a une première alerte, une première et dernière alerte. Entre-temps, il a écrit une lettre, il voulait organiser une énorme manifestation au Quai Carabine contre l'alcool. Il avait 15 ans. Contre l'alcool chez les jeunes. Il a écrit une lettre magnifique. Je m'appelle Anne, j'ai 16 ans et j'ai déjà des expériences difficiles avec l'alcool. Grâce à Dieu, maintenant ça va mieux, mais justement parce que j'ai vécu ces expériences sur mon propre corps, je veux aujourd'hui me lever et crier très fort, ça suffit. Ça suffit l'alcool chez les jeunes en Israël et dans le monde entier. L'alcool tue, l'alcool annule ton identité. Parce que quand tu es sous, tu n'es plus toi-même, tu n'es plus un homme, tu n'es plus rien. Je veux tous vous inviter, et en particulier les jeunes, les ados, à participer à ma manifestation contre l'alcool sur la place Rabin. Si ma manifestation peut sauver ne serait-ce qu'un gamin, alors j'aurais déjà gagné. De tout cœur et avec mon amour, N. Tout le monde était au courant de cette lettre. On était en train de réunir des artistes, beaucoup de monde. On attendait juste l'autorisation de la mairie pour organiser cette manif. Et on n'a pas eu le temps, parce que voilà, il a bu, il s'est disputé avec quelqu'un dans la rue pour une cigarette. Cette personne l'a blessé au bras avec une bouteille de bière. Et là, c'est parti en vrille et il l'a fracassé de coups. 3 semaines de coma. Et une très lourde peine parce que le tout a été filmé devant les caméras de surveillance d'une maison. Donc c'était vraiment du pain béni pour la presse. Et donc il a pris 5 ans et demi de prison. Pour vous, ça a été une surprise totale? Je pensais que c'était quelque chose de passager. Après ça, il a été suivi 1 fois par semaine. Il lui faisait des tests
urinaire, pardon, et pour la drogue. Ouais. Donc il était clean, il n'y avait rien du tout, mais il ne contrôlait pas l'alcool. En fait, il a continué à boire. Et voilà ce qui s'est passé, quoi. Il a eu des rapports très difficiles avec son père depuis tout petit. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais il faut vraiment lutter contre ça en Israël parce que c'est trop triste. C'est trop triste. On n'est pas les seuls. Il y a des familles qui sont dans l'ombre, qui ne parlent pas, et qui vivent ça au jour le jour et qui n'ont pas d'aide, qui ne sont pas aidés. Il n'y avait aucun signe avant-coureur, vous ne voyez pas qu'il se cachait, vous soupçonniez rien du tout? On n'a pas vu qu'il buvait apparemment souvent. Ouais. Non, on ne s'en est pas aperçu. Chez vous, il n'y avait rien, il n'y avait pas de bouteille? Non. Il n'y avait pas d'alcool à la maison, mais bon, il sortait, il avait 15 ans. Et après cette histoire, j'ai rencontré à minuit des enfants de 11 ans dans ma rue, sous. Et donc, il suffit d'aller faire un tour à Tel Aviv le soir et on voit ce qui se passe, quoi. Comment vous avez vécu la médiatisation de cette arrestation? C'était un cauchemar. C'était pire qu'un deuil. Pire qu'un deuil. Parce que, voilà, on était d'un coup, on se retrouve dans tous les journaux, tous les témoignages sur Ynet et sur Walla. Mais bon, ça a quand même... il y a quand même des explications à ce comportement parce que c'était un enfant très frustré, qui a toujours cherché l'amour de son père et qu'il ne l'a jamais eu. Le gouvernement n'a rien fait, il n'y a eu aucune mesure sur les jeunes et l'alcool en Israël? On fait passer cette loi où à partir de 11 h on ne peut plus boire d'alcool, mais c'est ridicule, quoi. Ça ne sert à rien. Comment se passe sa détention? Il a étudié à l'école, normalement là-bas aussi. Pendant sa détention? Oui, il a continué l'école le matin et travaille l'après-midi. Votre fils était avec d'autres adolescents ou il est mélangé avec... Il a été jusqu'à l'année dernière, il a été avec des adolescents. Et à l'âge de 18 ans, il les transfère chez les grands. Donc vous pouvez imaginer l'ambiance qui règne là-bas. Mais bon, ils sont 2 par chambre. On n'a eu que des bons échos? Que des bons échos depuis longtemps, depuis le début pratiquement. Il faut quand même dire que c'est lui qui a appelé l'ambulance. À un moment, il a réagi et il s'est rendu compte de ce qu'il venait de faire. Il a appelé l'ambulance, il a reconnu les faits. Justement, aujourd'hui, il se rend compte qu'il a fait quelque chose de mal, qu'il en est conscient? Le lendemain, il s'est rendu compte qu'il avait fait quelque chose de terrible. Et c'est dur parce que moi, j'ai toujours appris à mes enfants que avant la santé, avant quoi que ce soit, la chose la plus importante dans la vie, c'est la liberté. Et il a gâché 3 ans et demi de sa vie, bientôt 4 ans. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le jour de sa sortie? Bon, déjà, il va aller plonger dans la mer parce qu'il en rêve depuis 3 ans et demi. Il va être libre, c'est déjà une grande chose. Il a plus l'habitude il a l'habitude de 4 murs tout le temps, pas de masgane, de 50 degrés dans la chambre. Donc il a fait l'école de la vie, entre guillemets. Et aujourd'hui, il veut aider d'autres jeunes qui sont alcooliques? C'est un peu le but de son expérience malheureuse, parce que c'est vraiment dommage de rater toutes ces années magnifiques entre 4 murs, quoi. Il faut que le gouvernement nous aide, il faut qu'il bouge. Ça suffit, quoi, ça suffit. Il y a eu la même année, le même été 2012, il y a eu 2 jeunes qui se sont noyés à Ashdod. Ils étaient sourds sur la plage, ils sont partis sur un petit canoë et ils sont noyés. Merci beaucoup, Iliana, pour ce témoignage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Et puis les jeunes, ne buvez pas. Ne buvez pas. Tout se fait avec modération dans la vie. Vraiment. On peut kiffer tout, mais avec modération. À l'origine, on vient de le voir dans le reportage, c'est absolument tragique ce qui est arrivé à ce jeune, à sa famille et puis à cette personne qui était dans le coma pendant 3 semaines. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, comment les parents ne peuvent rien voir? Ils n'ont rien vu. Alors, bon, je vais essayer d'être le plus rapide possible. La dernière question
Effectivement, moi je me pose la même question. On peut ne pas être en soirée, mais on peut quand même observer un changement dans le comportement des adolescents qui boivent, dans la fatigue, dans le physique, dans les notes scolaires, les réactions, la violence. Ça sent mauvais l'alcool, hein ? Bien sûr. Ils n'ont rien senti, ces parents-là. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'ai essayé de dire en tout début. Quand on arrive à ce degré d'alcool, ce ne sont pas tous les adolescents qui boivent qui arrivent à ça. Souvent, ce sont des enfants qui ont eu eux-mêmes des problèmes. Et ça, c'est quelque chose de rassurant parce qu'il y a quand même une continuité. Et malheureusement, il va y avoir aussi une continuité à l'âge adulte si on n'arrive pas à arrêter. Mais là, elle le dit, rapport conflictuel avec son père ? Rapport conflictuel avec... C'est une histoire, un individu. Il y a un avant, un pendant, et là, malheureusement, il a touché le fond, mais c'est absolument dramatique. Et effectivement, je crois qu'en Israël, il y a un gros problème avec l'alcool. Plus qu'en Europe ? Non, j'ai pas de statistiques, mais très honnêtement, avec l'arrivée des Russes, est-ce que vous êtes déjà allé dans un supermarché pour voir combien de vodka ou combien de boissons très alcoolisées il peut y avoir sur les... Oui, mais enfin, la vodka, c'est peut-être pour la population russophone qui habite ici en Israël. Pas vraiment, pas vraiment. Je crois que les jeunes achètent les boissons qui sont le plus à leur portée. Oui, Marie. Après, justement, là, vous parlez de l'arrivée massive en Israël d'une certaine communauté avec certaines pratiques, etc. Mais on voit bien que chaque pays évolue à sa manière. Je pense par exemple aux Pays-Bas, qui maintenant a interdit toute consommation d'alcool dans la rue. Ce qui a été fait aussi à Paris, par exemple, dans le quartier latin en France, où la vente d'alcool est interdite après 22h, et ce qui est aussi le cas en Israël. Si je ne me trompe pas, après 23h, on ne peut plus acheter d'alcool dans les magasins. On va arriver à la prohibition. On sait quand même très bien que de toute façon, ça ne va pas empêcher des jeunes de boire. Alors la prohibition, c'est ce que Régine disait tout à l'heure à l'échelle d'un individu. L'interdit, je pense que ça ne marche jamais. Mais faire une mesure telle qu'après 23h, on ne peut pas vendre de l'alcool, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prévoit de faire une soirée, on peut très bien aller acheter une bouteille, mais qu'un type ou une nana ivre à 4h du matin qui veut s'acheter une bouteille pour continuer la soirée, ça n'est pas possible. Oui. Donc, mais pourquoi les jeunes aiment-ils consommer de l'alcool, Marie ? Parce que c'est un aspect désinhibant, à un âge, vous l'avez dit, où l'individu est en construction, où on n'est pas forcément très bien dans ses baskets. Justement, vous parliez de chiffres, je voulais vous montrer un petit graphique pour qu'on se rende compte de l'évolution des courbes. Vous voyez, alors les 3 qui descendent, ça c'est chez les jeunes. Chez les 15-24 ans, au début on boit beaucoup et après ça a tendance à descendre. Et ensuite la consommation quotidienne d'alcool, eh bien elle remonte jusqu'à 65-75 ans, où là on arrive à une courbe qui est un petit peu plus haute. Donc c'est vraiment un phénomène qui correspond aussi à un âge de la vie où on se cherche, on est peut-être en construction identitaire et où on a l'impression que ça nous aide. Ça n'est pas forcément une impression juste, mais on a l'impression que ça nous aide à se sentir mieux. En tous les cas, pour lutter contre la consommation de l'alcool, l'OCDE propose des mesures. Regardez, il y en a 4. Augmenter les taxes sur l'alcool et fixer un prix minimum. Réguler la publicité sur l'alcool. Former mieux les médecins et renforcer les sanctions de police contre boire et conduire. Il faut choisir. Et nous sommes donc également descendus dans les rues de Tel Aviv et nous avons demandé à vous, chers téléspectateurs, ce que vous pensiez justement de la consommation de l'alcool chez les jeunes. Regardez. J'ai l'impression qu'ils savent s'amuser que sous l'influence de l'alcool. Alors que moi, à mon époque, je ne suis pas très vieille, mais à mon époque, on savait s'amuser même sans alcool. Et voilà, alors on va aller voir un petit verre et ça nous détendait un petit peu. Là, j'ai l'impression que sans alcool, les jeunes ne savent plus s'amuser. Je pense oui que les jeunes boivent trop, mais on ne peut rien faire pour les arrêter. Je ne pense pas que les jeunes de nos jours boivent plus qu'à l'époque. Je pense simplement que du fait des nombreux médias, on en parle plus et qu'en général, les médias aiment exagérer et insister sur le fait que notre jeunesse boit trop et que c'est mal. Moi, je pense qu'à l'époque, les gens buvaient même plus et de l'alcool de mauvaise qualité, sans parler des drogues qui circulaient librement comparé à aujourd'hui. Oui, en effet, c'est un moyen peut-être d'oublier, de penser à autre chose, de se perdre en fait. Je pense que les adolescents boivent trop, mais ça dépend des cas. Certains ne savent vraiment pas boire alors que d'autres savent se contrôler, donc ça reste récréatif. Ce n'est pas grave, il faut savoir se limiter. Je ne sais pas trop, je suis plus vraiment jeune, mais j'espère que non.
Mais ça devient de plus en plus fréquent chez les jeunes. Et nous retrouvons tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Oui, alors nous avons reçu cette fois-ci un message d'un père de famille de Tours qui nous dit qu'il voit malheureusement très peu sa fille, mais pour autant il la suit beaucoup grâce aux réseaux sociaux. Il s'est donc aperçu qu'elle faisait très souvent la fête et se demande aujourd'hui s'il devrait avoir une conversation avec sa fille sur les dangers de l'alcool. Qu'en pensez-vous? Le rôle des parents, justement. Pour moi, c'est le rôle primordial. Un enfant qui peut dialoguer avec ses parents, qui n'essaye pas de mettre un interdit tout de suite, mais qui peut poser des questions du style « tu vas aller à une fête, tu penses qu'il y aura de l'alcool, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que tu es en danger, est-ce que tu as des questions à me poser ?» C'est déjà une perche extraordinaire. Marie ? Alors sur la question de la santé, on en parlait tout à l'heure pendant la petite pause de l'émission. Il y a beaucoup de mauvaises idées, de fausses idées, pardon, qui circulent sur l'alcool et la grossesse. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Définitivement, c'est un problème qui est excessivement dangereux. Il faut savoir que tout ce qui peut avoir un retentissement pour le fœtus se passe le premier trimestre de la grossesse en particulier. Et qu'est-ce que c'est que les dangers? Ça s'appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale. Ça peut avoir des malformations crânio-faciales, des retards de croissance, justement, etc. Ces jeunes, puisqu'on parle justement des jeunes et de l'alcool, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir, Régine, et surtout quel traitement? Bien sûr qu'ils peuvent s'en sortir. Après, heureusement, tous les jeunes, ce n'est pas l'alcoolisme des adultes. Donc tous les jeunes ne sont pas à un stade d'alcoolisme et de dépendance et d'addiction qui nécessite un addictologue. Première chose à faire, c'est de consulter le médecin généraliste. Et puis, il y a des centres, j'en ai repéré quelques-uns, il y a des centres qui aident, il y a l'école des parents, il y a la drogue, alcool, tabac service, l'association des alcooliques anonymes, les maisons des adolescents, la société de la Croix-Rouge. Tout ça, on peut les appeler relativement facilement et les parents peuvent avoir un conseil. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette émission. Je voudrais finir sur ces quelques chiffres. Regardez, l'usage nocif de l'alcool entraîne dans le monde 3,3 millions de décès chaque année, soit 5,9% des décès dans la tranche 20-39 ans. Près de 25% du nombre total des décès sont attribuables à l'alcool. Voilà, merci à vous tous d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour une autre édition de Midi Ensemble. Merci Marie, merci Régine. À la prochaine fois.